Alors nous allons passer avec presque un petit peu d'avance, ce qui est fantastique sur l'horaire, n'est-ce pas, mes chers collègues, qui m'avaient tous dit « Mais 30 minutes, c'est trop court, je n'y arriverai pas, c'est pas possible, etc. » Donc avec un petit peu d'avance, à la première de nos leçons inaugurales, les matériaux et procédés comme briques de la transition écologique. La tradition est de placer les leçons inaugurales sous le parrainage ou le marrainage d'une personnalité qui, en général, connaît bien le professeur que nous venons de recruter et qui nous fait l'amitié de venir expliquer combien eh bien le sujet est important et finalement combien aussi nous avons pris la bonne personne pour le traiter. Enfin, après tout, le parrain nous dit bien ce qu'il veut. Alors, en ce qui concerne Stéphane Delalande, professeur Clément Sanchez, membre de l'Institut, professeur émérite au Collège de France, sur une chaire de matériaux hybrides, procédés. Donc nous sommes tout à fait sur les thèmes qui sont ici, a bien voulu assurer ce rôle de parrain. J'en suis personnellement très heureux puisque parmi ces nombreux titres et ces nombreuses affiliations, j'ai eu le plaisir de le croiser à l'Académie des technologies en 2017, donc c'est véritablement une joie de voir qu'il parraine ici cette leçon inaugurale. Malheureusement, il n'a pu nous rejoindre ce soir, mais j'ai envie de dire, il a délégué pour le représenter Monsieur Cédric Boissière, qui est devant moi, directeur de recherche au CNRS, et qui est, dans leur laboratoire, le pilote de l'équipe matériaux hybrides et procédés. Alors, nous sommes véritablement au cœur de la thématique et du sujet, et nul mieux que vous, me semble-t-il, ne pourrait jouer ce rôle de parrain dans cette enceinte. Je suis donc très heureux de vous passer la parole. Tout le monde m'entend? Oui. Merci beaucoup pour cette introduction, professeur. Donc bonjour à tous. On va présenter. Donc cette leçon inaugurale est parrainée donc par Clément Sanchez, qui vous a été présenté juste avant. Donc il n'a pas pu venir malheureusement, et il m'a demandé de venir le représenter ici. C'est pas moi qui parraine Stéphane Delalande, c'est Clément Sanchez. Voilà. C'est un immense honneur pour moi et un grand plaisir d'être ici avec vous. C'est la première fois que je viens au sein de cet illustre établissement. C'est un grand plaisir, et puis j'ai un peu la pression aussi quand même, parce qu'il y a... Voilà, je représente pas n'importe qui ici, voilà. Mais bon, on va s'en sortir. Donc c'est un grand plaisir d'être ici pour parrainer la chaire matériaux avancés, procédés innovants, sur laquelle Stéphane Delalande a été titulaire à partir du 1er mars 2023. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Stéphane Delalande, je vais vous le présenter un petit peu avec ma vision et puis résumer un petit peu son parcours. Voilà. Donc, on va commencer de façon très classique. Après une formation universitaire à l'Université de Paris 6, en chimie organique et métallurgie, il obtient son doctorat à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, déjà en collaboration avec un industriel. À l'époque, c'était Thomson CSF, plus actuellement connu sous le nom de Thales, pour ceux que voilà, ça intéresse. Le sujet consistait à travailler sur la sulfuration de semi-conducteurs, l'objectif étant de réaliser des diodes laser de puissance, et mettant dans le proche infrarouge. Ça parle peut-être pas à tout le monde, sachez juste que ce sont des matériaux qui ont de très 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 nombreuses applications, spatiales, médicales, détection atmosphérique, et un petit peu armement aussi, mais ça on le dit. Voilà. Donc très rapidement après sa thèse, l'année de sa soutenance, il a été embauché par PSA, qui avait repéré le candidat intéressant. Il a immédiatement été promu responsable au groupe d'analyse structurale et surface, et il évolue rapidement au sein de ses services et devient expert en matériaux, procédés, mise en forme, et assez rapidement, je pense aussi, expert en gestion de projets d'innovation, s'il en a eu à gérer beaucoup, principalement sur les matériaux, plastique, composite, verre, etc. Donc à la suite de ces tâches, il passe en 2012 au poste d'adjoint, directeur scientifique de PSA, gros poste, la responsabilité, où il a pu avoir une vision beaucoup plus stratégique et d'ensemble sur les évolutions scientifiques de PSA. Alors, bien qu'il ait travaillé en milieu industriel pendant très longtemps,
il n'est pas resté enfermé dans une vision exclusivement industrielle de son métier. En réalité, il a beaucoup interagi avec le monde académique, c'est d'ailleurs comme ça que nous nous sommes connus. Et entre autres, il a participé très activement au montage, à la gestion, puis enfin au pilotage, des interfaces de collaboration entre l'académique et le privé, donc sur des structures qui s'appellent des Open Labs, qui ont été regroupées sous le nom d'un Stellab, donc il y en a eu plus de 10, voilà. Elles sont très nombreuses, ici je vais vous en citer 3 en particulier, que je connais mieux, et sur lesquels Stéphane a beaucoup interagi. Donc des matériaux et procédés mis en place avec l'ENSAM, Georgia Tech à Metz, donc là, il fallait quand même que je le cite, c'est un minimum. L'Open Lab Beta Kifi, alors Beta Kifi pour biologie, chimie et physique, donc c'est dans ce cadre que nous sommes connus pour le développement, avec différents chercheurs du laboratoire dans lequel je travaille, à travailler sur des matériaux innovants, multifonctionnels. Je vais vous donner quelques exemples. Typiquement, nous avons travaillé ensemble sur l'accroissement de la durée de vie des matériaux polymères pour l'automobile. Alors ça vous parle peut-être pas. Sachez que les propriétés qui avaient été travaillées à l'époque étaient améliorer les matériaux en leur donnant des propriétés d'autoréparation ou de mémoire de forme, par exemple. Nous avons également travaillé avec des gens de mon laboratoire, et Stéphane, sur des nouveaux procédés de fabrication nanocomposites sans solvant, donc plus écologiques, ou des recyclages de plastique. Enfin, on a pu travailler aussi sur, par exemple, la création de vitres multifonctionnelles, qui avaient beaucoup de propriétés intéressantes, les deux les plus notables étant anti-reflet et auto-nettoyantes. Si je vous brosse le tableau, c'était une vitre à l'intérieur de votre pare-brise qui se nettoie toute seule et qui nettoie les traces de doigts et qui gère beaucoup mieux la buée qui nous embête tous les matins. Voilà, ce genre de matériaux-là. Voilà. Enfin, le dernier Open Lab que je voudrais citer ici est l'Open Lab Intelligence Artificielle monté avec l'INRI. Voilà. Il a également participé à la création de l'Institut Prairie, qui est un institut interdisciplinaire de recherche et d'éducation, j'insiste, sur l'intelligence artificielle. C'est un des 4 instituts d'intelligence artificielle qui a été créé financé par l'Initiative nationale en 2018. Voilà. Donc, au cours de ses travaux, Stéphane Delalande a tissé de nombreuses collaborations de recherche. Il a également co-encadré 16 thèses, publié plusieurs dizaines d'articles, je suis plus où j'en suis, pardon, voilà, et écrit des chapitres de livres, donné des conférences et déposé de nombreux brevets. Il a également participé et rapporté à plusieurs travaux de thèse. Donc, son appétit pour la recherche l'a poussé à prendre un détachement de PSA pour aller travailler 1 an aux États-Unis, une célèbre université qui s'appelle Caltech. Il n'y est pas allé en tant qu'industriel, il y est allé en tant que chercheur invité. Et durant ce séjour, il est revenu à la paillasse et a développé de nouveaux procédés de fabrication de matériaux architecturés conducteurs. Donc peut-être était-ce un retour à ses premières amours au niveau de la thèse, je ne le sais pas. Ce travail a été valorisé par un brevet et publication dans une prestigieuse revue internationale. Bref, on peut dire qu'il a eu une double vie académique bien remplie. Tous ceux qui connaissent Stéphane Delalande, même de loin, savent que c'est un très bon scientifique, aussi bien au niveau fondamental qu'au niveau appliqué, qu'il connaît qu'il a une vaste connaissance des matériaux et qu'il a un esprit curieux, c'est un boulimique de travail également. Ceux qui le connaissent de plus près, comme moi-même, qui ont travaillé avec lui, savent qu'il possède également une grande capacité d'organisation, un sens critique très affûté. Il a donc reçu de nombreuses sollicitations de la part de la collectivité et de ses collègues qui n'ont pas manqué de le mettre à contribution pour prendre des responsabilités et faire des expertises pour tout un tas de domaines. Alors, il y a une liste assez longue, je ne vais pas vous faire la liste par menu, je vais vous en citer quelques-unes. Il est membre nommé par le ministère de la Recherche au Conseil scientifique du CNRS, il a été également membre élu, fait partie des comités d'évaluation. Il est membre du bureau du Conseil stratégique de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, membre du comité ANR, polymères, composites, physique et chimie. Il est également expert en nanotechnologie. Il est membre expert de l'ADEME, pour la transition écologique, et leader du groupe des experts matériaux pour la Commission européenne, qui vise à définir la vision stratégique de la recherche dans l'automobile, des matériaux et des procédés. Il y en a un certain nombre d'autres responsabilités encore entre la région et l'Europe, par exemple. Il a été membre de sociétés savantes, il a organisé des congrès, bref, il a beaucoup travaillé, il a fait exactement le même métier que moi, en plus de son métier d'industriel. C'est à peu près ça, si je dois brosser le système. En parallèle de toutes ces activités, Stéphane Delalande a aussi fait de l'enseignement, en interne à PSA pendant des années, au sein de filières d'enseignement, IUT, licence, master, différentes universités, ou écoles d'ingénieurs, dont l'École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile. Je ne dirai rien de sa vie dans le civil, nous n'avons pas le temps ici, la liste est longue également. On va juste dire en 2 lignes qu'il est directeur de club de rugby, conseiller municipal, professeur d'arts martiaux, etc., etc.
Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous irez le questionner pendant le cocktail. Voilà. Donc pour conclure, pour ne pas être trop long, à titre personnel, je dirais que Stéphane est un collaborateur, mais c'est également un ami très cher à mon cœur. Si je devais résumer son parcours, qui débute au CNAM aujourd'hui et qui va continuer dans les années qui viennent, je dirais que c'est un scientifique qui a à cœur de promouvoir la découverte scientifique au plus haut niveau, de faire progresser la société dans son ensemble et de promouvoir la diffusion des savoirs par tous les moyens. Je vais donc m'arrêter là, je vais retourner m'asseoir parmi vous pour écouter la leçon inaugurale et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Pierre. Bon, ma tâche est très simple, je n'ai plus rien à dire sur mon collègue. Nous avons quand même écouté un ou deux éléments qui peut-être étaient passés inaperçus. Le grand talent d'organisation et un grand sens critique. Je pense qu'au CNAM, c'est quelque chose qui va nous servir beaucoup. J'ajouterais que le CV mentionne un prix, un trophée obtenu pour les panneaux extérieurs, évidemment en matériaux polymères, me semble-t-il, de la Citroën Cactus. Vous vous souvenez cette voiture qui avait des panneaux particuliers? Alors là, quelqu'un qui sait organiser, se déplacer et même avoir des prix sur les cactus, à mon avis, au CNAM, on va en profiter. Bon, après cette plaisanterie, je vous propose donc que nous passions tout de suite à la leçon inaugurale de Stéphane Delalande et je lui passe la parole. Madame l'administratrice générale, alors je vais bouger mes lunettes là toute la partie parce que je vois pas de près, je vois de loin, enfin c'est assez compliqué à gérer ça, j'ai toujours pas réussi. Alors je vais beaucoup bouger aussi parce que comme vous avez vu, je suis hyper actif et je peux pas rester 5 minutes en place, on s'y fait à force. Donc Madame l'administratrice générale, cher Marc Imbert, chers consoeurs et chers confrères, chers collègues et chers collègues, chers amis et chères amies, chères familles, mesdames et messieurs, bonsoir, et merci d'être venus assister à cette leçon inaugurale. Alors, puis en plus, un peu la pression, parce que je vais parler de batterie ici, et un expert batterie dans l'Assemblée. Alors, le titre, les matériaux et procédés comme briques de la transition écologique. Alors, j'ai pas de texte, comme je sais ni lire ni écrire, en fait, j'ai été obligé de faire plein de slides et de les apprendre par cœur. Et ce que je voudrais d'abord, c'est en fait vous plonger dans le noir et vous laisser imaginer ce que vous attendriez d'une telle leçon. Parce que c'est facile d'écouter les autres, mais déjà on s'attend toujours à quelque chose quand il y a un titre. Et moi je vais vous amener à réfléchir à une phrase de Victor Hugo qui dit que l'avenir est une porte et le passé en est la clé. Alors moi ça m'amène, vous êtes dans le noir, mais je vais vous remettre de la lumière, arrivé un moment. Ça m'amène à parler d'histoire, mais la grande histoire au sens large. Et je vais essayer d'aller assez vite parce que, en fait, je représente l'évolution de l'univers ici. Et pourquoi ça? Parce que, en fait, au commencement était la physique, et la physique perdure. Faire des sciences sans sciences physiques, c'est très très compliqué, en fait. Et puis, après la physique, en fait, sont apparus les premiers noyaux, les premiers atomes. Et puis, tout ça s'assemblant, en fait, les sciences chimiques sont arrivées. Et puis, quand on assemble les atomes, on finit par faire des molécules plus complexes, puis on arrive à voir les premières étoiles, les premières planètes. Tout ça s'assemble tout seul pour faire, en fait, les matériaux. Et les matériaux, en fait, c'est cette belle interface entre les sciences chimiques et les sciences physiques. En fait, il faut un peu comprendre tout ça pour comprendre les matériaux et en créer des nouveaux. Alors me direz-vous, mais à part ça, où on est nous? On doit être quelque part par là, dans le aujourd'hui, là, et je vais prendre un gros zoom qui va me permettre de faire un saut dans le temps, et un gros saut dans le temps, parce que sur notre 4 milliards d'années, je vais seulement commencer à 2 millions d'années à peu près avant notre ère, et l'humain, et pas l'homme, l'humain, l'homme et la femme, se sont mis à se tenir debout, puis il a fallu à peu près 1,7 million d'années pour arriver à ce que nous appelons l'humain moderne. Et parallèlement à ça, en fait, cet humain, il a commencé à utiliser des matériaux. Et les premiers matériaux, c'est ceux qu'il avait à portée de main, les silex, les cailloux, ceux que la nature avait fabriqués toute seule, en fait. Puis il les a façonnés.
il a mis en fait presque 1 million d'années à façonner des silex bifaces. Rapidement, il a commencé à utiliser le feu, puis il a mis 1 million d'années à le maîtriser, et ça c'est important parce que quand il maîtrise le feu, il maîtrise son énergie, et cette énergie, on va voir que l'humain l'utilise pour faire de nouveaux matériaux et des nouveaux procédés. Comme il maîtrise l'énergie, en fait, il commence à transformer la matière. On extrait rapidement le chanvre, la fibre de chanvre de la plante pour faire des cordes, des plantes. Puis, comme on chauffe, on a des fours qui chauffent. On fait de la terre cuite, de la poterie, on commence à transformer la matière. Alors, je me rentre plus rapidement dans le temps. Les fours chauffant de plus en plus haut, la céramique apparaît 10 500 ans avant notre ère. On va remettre quelques années à revenir en Europe, puisqu'elle a commencé en Asie. Elle reviendra seulement avec Marco Polo, en fait, en Europe. Les fours en argile apparaissent 7000 ans avant notre ère. Et ça, c'est important parce que ça permet de contrôler encore mieux la thermique et donc de transformer un peu plus les matériaux et surtout les métaux. On voit que l'humain a commencé par l'or, le cuivre, le plomb et l'argent, parce que c'est des matériaux natifs faciles à extraire. Il a très vite forgé, il a compris que pour mettre en forme les matériaux, il fallait taper dessus. Et ça, c'est quelque chose qui a perduré. On continue à forger beaucoup les métaux. Mais comme on chauffe de plus en plus, on sait allier. On fabrique le bronze rapidement. Et puis comme on chauffe de plus en plus haut, on est capable de fondre la silice, on fait du verre. Puis comme on fond la silice, en fait, on arrive à raffiner le fer. Et puis on raffine le fer au début dans des hauts fourneaux. Et ça dure 3000 ans, en fait. Alors, dans des bas fourneaux, pardon. Et pourquoi bas fourneaux? C'est pas pour une histoire de hauteur, c'est une histoire de température, basse température. Et on fait des bas fourneaux, mais on commence à faire recirculer l'air pour chauffer plus haut, maîtriser un peu plus l'énergie. Bon, comme on maîtrise plus l'énergie, on sait fondre le verre et on fabrique rapidement le verre translucide. Enfin, il nous faut quand même quelques milliers d'années. Puis l'essor des vitraux et la technique du verre à Venise. En 1340 apparaissent les hauts fourneaux en Europe. Alors cette technologie, quand on regarde bien l'archéologie, en fait, est apparue 500 ans avant notre ère en Asie. Les hauts fourneaux haute température. On va pouvoir faire de la fonte, en fait. Et cette fonte, on ne sait pas trop quoi en faire quand même au départ, parce que c'est cassant. Et en 1722, Réaumur, dont la rue est derrière, c'est pas un hasard s'il a une rue à son nom, fonde la sidérurgie moderne. En fait, il théorise que l'acier, c'est un état intermédiaire entre le fer et la fonte. Alors, un petit clin d'œil, en 1794, la fondation du CNAM, on en a parlé ici. Et pourquoi, en fait? Parce que cette explosion de savoir, de technologie, les savants, les scientifiques, les érudits de l'époque pensent bien que pour aller plus loin, il va falloir que le maximum de personnes aient accès à ce savoir, à cette technologie. Donc, la transmission du savoir partout et pour tous. Alors, rapidement, on invente la pile au début du 19e siècle, on maîtrise l'énergie électrique, donc on va pouvoir produire de façon industrielle de l'aluminium. Au milieu du 19e siècle, l'apparition de l'acier, les premiers aciers spéciaux naissent rapidement, la production de titane, le premier plastique au début du 20e siècle, un plastique naturel, la cellophane, le caoutchouc, le nylon. Alors on voit qu'au début du 20e, on produit du titane. On commence à l'exploiter réellement seulement à partir de la seconde moitié du XXe siècle, juste après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il y avait 50 kg de titane aux États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, puis il y a un essor énorme pour la conquête de l'air et la conquête de l'espace avec les développements des super-alliages et des alliages de titane. Alors pourquoi ça? Alors là, j'arrête pas d'agiter mon point ici, parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose aussi d'intéressant là au milieu du 19e, début du 20e. C'est que les thermodynamiciens commencent à se poser la question de pourquoi en fait il fait pas moins 35 sur Terre. Et là, la théorie arrive que une partie du rayonnement solaire est captée par l'atmosphère grâce à des molécules qui sont les vapeurs d'eau et le dioxyde de carbone, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et le prix Nobel Arrhenius, à cette époque, donc début du XXe siècle, se dit mais notre technologie aujourd'hui, on utilise de plus en plus d'énergie, on en a besoin, on produit de plus en plus de dioxyde de carbone, ça se concentre dans l'atmosphère. Puis sur un calcul à la main, parce qu'ils n'avaient pas encore de super ordinateur, il montre que en fait ça va contribuer à un réchauffement drastique de l'atmosphère.
Alors là, je vais sauter rapidement et vous remettre la lumière sur ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, ce consensus scientifique, qui n'est pas un hasard, même si Arrhenius s'est un peu trompé dans ses valeurs, bah, c'est que depuis l'explosion de l'ère industrielle, en fait, la concentration de CO2 dans l'atmosphère croît exponentiellement et que la température suit. Et moi, ce que j'aime bien dans ce graphe, ici, c'est l'énergie reçue du Soleil. En fait, on voit que c'est constant sur toute cette période-là. Donc, nos activités industrielles sont bien responsables des augmentations de température. Et ça a un lien, en fait, avec plein de choses. C'est parce qu'on a besoin, en fait, de plus en plus d'énergie pour notre croissance économique. Alors, j'aime pas trop parler croissance économique tout seul, mais c'est aussi pour notre bien-être, pour être en bonne santé, pour avoir accès à des tas de choses qui nous facilitent la vie tous les jours. Et on voit que, en fait, notre croissance est liée à cette explosion de la consommation d'énergie. Et aujourd'hui, même les sources renouvelables ne font que s'additionner à ce qui existe déjà. Et puis, parallèlement, pour parler de matériaux de procédés, on utilise de plus en plus de matériaux. Et donc, la croissance, le développement de l'humanité, c'est source de consommation d'énergie et de matériaux. Donc, dans la transition environnementale, on va voir qu'on va avoir un gros impact. Alors, j'avais un directeur des matériaux dans le temps, Guy Lozach, qui disait toujours que tout objet de 1 tonne, c'est 1000 kg de matériaux. Et en plus, c'est de la matière qui a souvent subi beaucoup de transformations. Ça a nécessité beaucoup d'énergie. Et là, en fait, il y a une très bonne formation en CNAM, voire 2 maintenant, en apprentissage et en hors temps de travail, qui existe depuis très longtemps d'ingénieurs matériaux au CNAM, qui était porté avant par un éminent confrère, Jean-Pierre Chevalier, sur les matériaux industriels. Et ça, c'est une réalité. On a besoin, en fait, de matériaux. Et tout objet, c'est des matériaux. Alors, pour suivre l'évolution et l'impact de ces objets, comment les changer quand on veut les transformer, les scientifiques se sont donné un très bel outil. En fait, c'est l'analyse de cycle de vie, qui va permettre de caractériser et de mesurer les impacts des matériaux, des objets, tout au long, ou des systèmes tout au long de leur cycle de vie, au travers d'indicateurs. Bon, on parlera beaucoup ici d'énergie et de CO2. Et vous voyez ici qu'on suit ces indicateurs de l'extraction des ressources jusqu'à leur fin de vie. Puis on comprend bien ici, avec ces impacts, que si on jette en fin de vie, on a beaucoup gâché de choses et qu'on ne les a pas beaucoup captées, en fait. Et que l'idéal, c'est quand même de cycler ces choses-là. Alors me direz-vous maintenant, mais de quoi va-t-il nous parler après tout ça? Eh bien, en fait, je vais vous parler de recherche. Parce que si on veut faire des ruptures et améliorer les choses, on a besoin de recherche. On a besoin de former les gens, mais on a aussi besoin de beaucoup de sujets de recherche. Et comme je ne pouvais pas vous parler de tout ce que j'ai envie de faire, ou de tout ce qu'on fait, ou de tout ce que les autres font, j'ai pris quelques exemples de travaux qui sont lancés au sein du laboratoire PIM, dans lequel j'appartiens, avec mes collègues. Le PIM, c'est un laboratoire commun entre le Conservatoire national des arts et métiers et l'ENSAM, et ici son directeur, Nazi, qui est venu écouter cette présentation, et je le remercie d'ailleurs. Donc je vais faire un éclairage, et je fais ça parce que, en fait, je suis pas Madame Irma. Alors c'est plus facile de réfléchir et de vous présenter des sujets que je connais bien, que je maîtrise à peu près, mais surtout de vous expliquer que j'ai choisi, et nous choisissons d'ailleurs dans les équipes ces sujets, en se posant cette question: est-ce que ça a un impact sur la transition écologique, sur la transition environnementale? Est-ce que ma solution va pouvoir réduire les émissions de CO2 ou changer la production d'énergie, intervenir dans ces cadres-là? Alors je vais vous parler d'augmentation de performance de matériaux. Assez rapidement, d'habitude, à mes étudiants, je leur montre ça, et je leur demande quel est le point commun entre ces 3 objets. Entre une courbe de Lycurgue en verre, de 400 ans avant Jésus-Christ, les vitraux de la cathédrale de Chartres et d'autres cathédrales de cette époque, et un microprocesseur à base de silicium. Alors comme on n'a pas le temps aujourd'hui, mon temps est contraint, tout le monde dit c'est le silicium. Et en fait, c'est pas ça. Enfin, bien sûr, c'est un point commun, mais c'est qu'en fait, les effets observés sont liés à des facteurs d'échelle, à l'organisation de la matière à très petite échelle, ou à la construction de la matière à très petite échelle. Et quand je dis très petite échelle, c'est nanométrique. Et donc on montre quand dans les vitraux et dans les courbes, dans les coupes, pardon, en fait c'est des nanoparticules d'or et d'argent qui sont dispersées. Et ici on le voit très bien pour différentes couleurs, et que ces nanoparticules, en fait, les rayonnements électromagnétiques
interagissent avec les vibrations des nuages électroniques, et en fonction des environnements et des tailles, on a des objets qui donnent des couleurs différentes. Alors me direz-vous, mais quel est l'intérêt pour le CO2? Et en fait, ça s'applique maintenant de façon moderne dans des systèmes d'éclairage. On utilise ces effets plasmoniques, comme on dit, pour en fait faire des systèmes très lumineux à puissance lumineuse constante initiale, et à faire des objets très compacts, parce que ça permet de faire des objets sans trajet optique très très important. Et donc ça, on fait de l'allègement. Donc si on fait de l'allègement, on consomme moins d'énergie, on consomme moins de CO2, on produit moins de CO2, pardon, et on gagne de la masse, donc on augmente les autonomies des objets. Alors je ne pouvais pas passer en dehors du cas des microprocesseurs. Alors pourquoi? Parce qu'on a besoin de beaucoup de calculs. On a besoin de beaucoup de calculs pour faire le jumeau numérique, par exemple, prédire comment va se comporter un matériau, un objet, mais aussi prévoir le climat, contrôler des process industriels. Donc on a besoin de faire beaucoup de calculs. Alors là, un microprocesseur, en fait, c'est des transistors qui font des calculs. En 47, les laboratoires Bells, c'est le premier transistor, c'est à peu près grand comme ça. Et aujourd'hui, par les techniques de lithographie modernes sur les wafers de silicium, on est capable de descendre à quelques dizaines de nanomètres. Et ça nous permet d'avoir quelques millions de transistors sur une puce. Donc on multiplie autant les calculs. Et donc normalement, on devrait consommer moins d'énergie. Ce qui se passe, c'est ce qu'on voit sur cette courbe. Plus on augmente la puissance, plus de calculs, plus on augmente la consommation. Alors, il faut quand même aller plus loin, en fait. On a besoin de ces calculs, donc il faut trouver d'autres technologies pour graver encore plus petit, atteindre la limite de 7 nanomètres. Et là, c'est des travaux qui sont menés au sein du laboratoire par, entre autres, je n'ai pas nommé toute l'équipe, mais Guillaume Miclard-Garnier, au travers d'un ANR, mais aussi dans d'autres pays, d'utiliser des copolymères à blocs qui s'auto-organisent sur les surfaces. On a besoin d'avoir une très bonne organisation dans toutes les dimensions pour pouvoir faire de la gravure à 7 nanomètres, qui permettra d'avoir encore plus de transistors au millimètre carré, mais aussi de faire des gravures 3D, et donc de limiter les consommations de ces objets. Je vais maintenant vous parler d'architecture nouvelle, parce que dans le labo, on travaille beaucoup sur les multi-architecturés. Et souvent je dis nouveau, mais en fait je mets toujours la tour Eiffel d'abord. Alors ça, comme nouveau, ça se pose là. Mais il y a des travaux faits au sein du laboratoire dans lequel j'ai travaillé à Caltech sur des matériaux aussi multi-architecturés. Et le point commun, c'est qu'on obtient des performances plus importantes en multi-architecturant cette matière. Ça permet en fait d'avoir par exemple des modules élastiques, des rigidités plus importantes des matériaux à très faible densité. Donc les mêmes caractéristiques de modules que des aciers ou des alus, avec des densités inférieures à 1. Ça, c'est pas une photomontage. On peut mettre ces structures très résistantes, ici, sur une fleur de pissenlit. J'ai vu cette photo. Donc on tend d'avoir des modules élastiques importants. En fait, on a aussi des limites d'élasticité plus importantes. Ici, c'est un graphe qui représente en fonction de la densité les limites d'élasticité des matériaux. Et nos matériaux architecturés sont ici. Et on voit qu'ils sont bien supérieurs à tous les matériaux existants aujourd'hui. Et ça, c'est bien parce que c'est un levier de conception super intéressant. On va pouvoir réduire la masse des objets. Alors, je vous rappelle que la masse d'un objet, c'est simplement son épaisseur fois sa surface fois sa densité. C'est relativement simple. Mais quand je joue sur les propriétés de la matière, je joue sur le E et le S, et donc je change l'architecture et je peux diminuer la masse. Très intéressant pour les avions, par exemple. Et donc, réduire la masse des objets, c'est réduire les émissions de CO2, diminuer les concentrations atomiques. Et avec Justin Diran-Berger et Cyril Sologou, c'est des sujets qu'on étudie aujourd'hui, parce qu'en plus, ça a un grand intérêt, ces objets, c'est que c'est fait en impression 3D. Et donc, on consomme beaucoup moins de matière, donc moins d'énergie au final. Je vais maintenant vous parler de nouvelles solutions pour l'énergie. Dans un premier temps, je vais parler de matériaux pour les nouveaux réacteurs nucléaires de prochaine génération, les 4G dits à neutrons rapides et bien d'autres. Et ici est représentée la température que voient les matériaux dans ces réacteurs et le taux d'irradiation, donc le taux de dommages qui vont se produire dans ces matériaux en fonction des technologies utilisées. Alors nos réacteurs aujourd'hui sont ici, c'est les hachurés. Puis les autres, c'est les nouvelles technologies. Et on voit qu'il va falloir que ça fonctionne à plus haute température ou résister à plus haut taux de dommage. Et là, il y a plein de matériaux qui sont envisagés.
Aujourd'hui, on ne sait pas bien les faire industriellement, et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai voulu faire un zoom sur les aciers à nano-oxyde dispersés. Et ça, c'est important parce que comme on a plus de température, plus de défauts, en fait, la matière résistera moins longtemps. Donc c'est une bonne idée, hein, ces aciers nano-renforcés, parce que des meilleures propriétés, et principalement à l'irradiation. Puis on peut travailler toujours avec des acides simples, ferritiques, martensitiques, qu'on maîtrise bien, et avoir des bonnes résistances. Par contre, me direz-vous, mais alors, pas de problème, hein, on mélange tout ça, ça marche tout seul. Et en fait, non, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose de nouveau, ça marche jamais bien. Et les voies de synthèse aujourd'hui étudiées sont des métallurgies des poudres, hein, des poudres préalliées, des nano-oxydes, on broie tout ça, on mélange, on comprime, on chauffe, et puis on espère avoir un procédé reproductible et des matériaux reproductibles aussi, puis le mettre tranquillement dans le nucléaire. Et en fait, il y a un problème, parce qu'il y a énormément de paramètres sur ce style de matériaux, et l'idée, c'est d'imaginer d'autres procédés, en fait, pour faire ça. C'est des sujets qu'on réfléchit aujourd'hui avec Clément Sanchez, justement, avec David Portehoux, avec Emmanuel Galichet et ma collègue Zewa Amouche, pour transférer, en fait, un procédé qu'on a mis au point pour l'aluminium, pour disperser des nanocharges, et on sait fabriquer des nanocharges à façon et à taille contrôlée, et dans des corchelles. Et ça, c'est une voie d'amélioration qu'on envisage. Alors, je vais vous parler des batteries. Parce que pour la transition écologique, énergie électrique, on a besoin en fait de batteries pour la stocker, pour stocker cette énergie et pour la mettre par exemple dans des voitures, dans des téléphones ou des perceuses, enfin ce que vous imaginez. Alors ça, je travaille sans filet avec un professeur émérite du CNAM qui était spécialiste des batteries. Alors passer de Macintosh à PC, ça marche pas toujours bien. Donc je vais vous parler sommairement d'une batterie lithium-ion. En fait, et je vais essayer de le dire avec les mains, parce que tout le monde ne sait pas forcément comment ça fonctionne, hein, mais c'est relativement simple, une batterie lithium-ion. C'est une anode, une cathode dans une cellule avec la matière active contenant du lithium. Donc cette anode et cette cathode ont une différence de potentiel qui est représentée dans ce graphe ici, tiré de travaux de publications de Jean-Marie Tarascon, prof du Collège de France, et on a quelques volts. Sauf que pour faire fonctionner un moteur électrique, c'est entre 400 volts, les voitures, bientôt 800, puis d'autres voitures, on pourrait en mettre un peu plus. Donc il faut en mettre plein en série pour monter cette tension. Alors ça marche simplement, hein, vous allez voir, hein, c'est un atome de lithium qui s'intercale au niveau de l'anode dans du graphite qui est mélangé avec du graphène maintenant, hein, ça vient se placer entre les plans. Puis au moment de la décharge, ça vient s'intercaler dans la cathode, et les cathodes qui sont des structures inorganiques de ce type-là avec des sites, et puis les lithiums viennent dans ces sites. Puis on voit en fait que la différence de potentiel en fonction de la cathode, ça se promène un peu quand même sur un peu plus d'1 volt. Donc si on veut faire 400 volts, il va falloir en mettre un peu plus aussi en série. Puis il faudra aussi travailler sur l'anode parce qu'aujourd'hui on a les densités d'électricité ici, puis c'est plutôt par là qu'on voudra aller pour en mettre un peu moins. Alors, c'est technique, je vais pas vous parler des batteries tout solides, je bougerai un petit mot à la fin, mais là, en fait, il y a eu une idée dans le labo de Ilias Iliopoulos et de Cyril Sologoub. C'est un projet qu'on a déposé dans l'école de la batterie, un projet gagné par ESAM Université et qu'on travaille au sein du PIM, c'est de faire une batterie lithium-ion tout solide bipolaire. Bipolaire parce que toutes les cellules sont toutes accrochées les unes avec les autres, et là, il y a moins de problèmes de fabrication. On arrive à contrôler les défauts, et ça nous permet de faire des batteries avec des performances plus élevées, et des batteries aussi moins chères. C'est aussi l'intérêt, parce que si on veut démocratiser la batterie ou le transport électrique, on va avoir besoin de ça. Et l'idée, c'est d'utiliser un système de coextrusion multi-nanocouches. Ici, on sépare des couches polymères, on fait des bandes, hein, vous voyez bien, ça ressemble à ça, et mettre les matières actives là-dedans, et de faire des batteries bipolaires, tout solides polymères, en une étape et en continu. Bon, ça c'est les débuts des travaux, hein. Je vous dis pas que ça sera dans la rue demain, c'est des travaux de recherche. Je pouvais pas ne pas parler de matériaux à plus faible empreinte environnementale. Je vous parlais de recyclage et de matériaux biosourcés. Alors, pourquoi le recyclage? Parce que c'est un impératif, hein.
Si on veut faire la transition écologique, il va falloir plus recycler. Et j'en veux comme exemple celui des polymères. Hein. Depuis 1950, l'humanité a produit plus de 8,3 milliards de tonnes de plastique et plus des 3/4 ont fini dans des décharges. Et quand on dit décharge, c'est ce qu'il y a de bien, hein, parce que quand c'est dans l'eau, c'est différent, c'est moins une décharge normalement. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a des problèmes de tri, des problèmes de collecte, des problèmes de compatibilité et des problèmes de performance. Et pour résoudre ce problème, en fait, on discutait un soir avec, je vous dis pas, normalement on buvait une bière à ce moment-là, mais avec Clément Sanchez et Cédric Boissière, et on s'est dit, mais ne pourrait-on pas réadapter les propriétés de ces matériaux polymères en y introduisant en fait un déchet qui est aussi issu de par exemple des déchets ménagers, les mâches-fer. Alors pour faire ça, il faudrait contrôler la taille de ce qu'on rajoute dans la matière pour avoir ajusté les propriétés. Et ça, en fait, on a essayé, on imagine comment le faire, hein, puis l'intérêt en plus des mâches-fer, c'est que il y a plusieurs millions de tonnes qui sont produites tous les ans sur Terre, et que ça a des compositions chimiques qui sont en fait relativement proches de ce qu'on met déjà dans les plastiques. Et pour faire ces matériaux composites, en fait, c'est très simple. On dissout ce mâche-fer en milieu acide, on fonctionnalise on fabrique des matériaux hybrides, hein, c'est marrant, parce que je reste toujours dans les matériaux hybrides. On met des compatibilisants directement dedans, puis on utilise un super procédé qui est très très industriel, un spray, où on fait ici un sol gel, avec du gaz, on atomise, puis on contrôle la taille et la forme des particules. Et ça a des très bons rendements, et en plus, on en fait des tonnes à l'heure, si on veut. Et puis après, on travaille avec mes collègues, hein, Mathieu Gervais et Alain Guinaud, puis on met ça dans ce qu'on appelle une compoundeuse, hein, c'est un gros mot pour dire qu'on va mélanger des particules avec un polymère et on fait un composite 100% recyclé. Et ça, c'est de l'économie circulaire directe, donc on impacte tout de suite, on diminue nos émissions de CO2. Je pouvais pas ne pas parler des bioplastiques. Alors les bioplastiques, hein, vous avez vu, depuis 1905, ça existe. Puis on en a découvert plein. Hein, tous les procédés chimiques en fait existent quasiment avant la Seconde Guerre mondiale. Et on voit ici, c'est des travaux qu'on a menés, d'ailleurs en partie avec Alain Guinaud sur le recyclage de ces matériaux il y a quelques années, qu'on a développé avec Forcia. Et c'est un composite qui est chargé de 20% de chanvre, de film naturel dans le polypropylène, et ça remplace bien les composites classiques. C'est plus léger, donc l'impact CO2 est évident. On sait faire des polymères de spécialité à partir d'huile de ricin depuis plusieurs dizaines d'années, et puis on en a même développé d'autres par la suite, en y additionnant par moment des building blocks, des molécules de base qui proviennent de la pétrochimie pour faire des systèmes plus complexes et plus résistants, et puis on en découvre tous les autres. Et ça, c'est une réalité. Alors, ça réduit bien l'empreinte CO2, ça diminue la dépendance au pétrole, c'est encore mieux. Mais il y a la problématique des déchets, parce qu'on a besoin pour les ACV de faire des choses qui durent longtemps. Et ceux-là, ils durent longtemps hein, aussi, au même titre que les pétrosourcés. Et donc, il va falloir aussi les recycler. Puis aujourd'hui, on ne se pose pas cette question, hein, de compétition avec les surfaces cultivées pour l'alimentaire, parce que nos bioplastiques, c'est à peu près 0,02% des terres. Pour faire ces bioplastiques, on utilise 0,02%, donc ça représente rien. Sauf que si on voulait substituer 100% de nos plastiques, il faudrait utiliser 20% des terres cultivées. Et qu'aujourd'hui, en fait, ça c'est le chiffre à retenir, c'est que 40% des terres cultivables sont cultivées. Et que les autres, c'est des forêts dont on a besoin pour la biodiversité, ou des prairies où on met des bœufs pour manger. Donc il va falloir se poser cette question. On ne pourra pas remplacer 100% de nos plastiques par du biosourcé. Il faudra faire un arbitrage. Alors je vais aussi vous parler de nouveaux conducteurs. Alors le pourquoi des nouveaux conducteurs, c'est parce que la transition écologique, c'est l'électricité. Et que l'électricité va consommer beaucoup de cuivre pour transporter cette électricité. Et on s'aperçoit ici que les solutions de production d'énergie électrique alternative pour des puissances équivalentes produites en mégawatts consomment beaucoup plus de cuivre, comme pour la propulsion. Hein. On a entre 5 et 6 fois plus de cuivre dans une voiture électrique que dans une voiture classique. Donc il va falloir beaucoup de cuivre pour répondre au scénario de transition écologique. Là, il y a des travaux de l'IFPEN qui montrent que pour respecter les scénarios
du GIEC, hein, de conserver une augmentation de température entre 2 et 4 degrés, eh ben, il va falloir consommer entre 80 et 90% de nos réserves de cuivre. Sachant que plus ça va, plus les minerais sont pauvres. Et comme plus les minerais sont pauvres, il faut de plus en plus d'énergie pour les extraire et de plus en plus d'eau, puisqu'il faut dissoudre toute cette roche, hein, ces millions de tonnes de roches qu'on sort. Alors, on sait bien, en déchets, si on retraite les déchets, c'est moins d'énergie, moins d'eau. Sauf qu'on n'en a pas... En fait, on n'en a pas indéfiniment de ces déchets recyclables, parce que en fait, le cuivre, hein, comme des bâtiments comme ceux-là, hein, dure plusieurs centaines d'années, piégé plusieurs centaines d'années, donc ça ne revient pas comme ça. C'est là que, en fait, on avait eu une idée du temps où j'étais à Caltech, c'est un brevet qu'on a déposé à cette époque-là et qu'on a amélioré en fait en discussion avec Cédric Boissière et Clément Sanchez. Laurence Baudelot aussi de Polytechnique. On s'est dit, ouais, mais si on pouvait faire des câbles, des fils, avec autre chose. Alors bien sûr, ce qui vient tout de suite, hein, ici c'est le métal, la conductivité. Ben, il y a le cuivre, et puis après il y a de l'argent, de l'or, mais là c'est une aberration, il n'y en a pas assez. L'aluminium, ça se fait déjà, on transporte aujourd'hui la très haute tension avec de l'aluminium. On s'est dit, nous, il y a plein de carbone, donc on va essayer de faire, par du graphène, de nanotubes, des conducteurs. Et là, on voit que c'est des conductivités supérieures ou équivalentes à ce qu'on peut trouver sur nos métaux. Puis ça marche à peu près, en fait, parce qu'on a commencé à le faire. Hein. On a mélangé du nickel sur lequel on a greffé des acryliques photopolymérisables qu'on a mélangé avec des résines. On fait de l'écriture 3D, on fait là, bon, c'est du micromètre, hein, parce que c'est plus facile pour travailler et pour observer. Et quand on casse ça, en fait, bon, on commence à obtenir ici, on fait un spectre Raman, on voit qu'il y a un pic qui correspond à ce qui correspond à du graphène ou du nanotube. On a encore du graphite, du carbone, mais ça c'est le début de nos travaux. Alors le nickel, pourquoi le nickel, hein? Parce que le nickel 0, c'est le catalyseur pour faire le graphène et le graphite. Alors qui dit mobilité électrique dit aimant. Et souvent dans les aimants, au moment de performance, c'est les aimants sans terres rares. Et peut-on substituer ces terres rares? Alors les terres rares ne sont pas rares, sauf qu'elles sont en très faible concentration, en fait dans la croûte terrestre, et donc beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau et d'acide en fait pour les extraire. Et puis en plus, hein, ça vient d'un peu partout, mais c'est raffiné à un seul endroit, et il y a 97% en fait des terres rares qui proviennent de la même zone et qui reviennent un peu après chez nous pour être utilisés, pour être formés sous forme d'aimants. Et donc, il y a quand même une nécessité pour la transition écologique à trouver une solution de substitution. Et j'étais dans un jury de thèse il y a quelques années, et on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas stabiliser des phases qui auraient des propriétés magnétiques proches de ce qu'on trouve dans les terres rares. Et pour stabiliser ces phases, bon, on peut s'amuser à tremper, hein, ça le fait, mais après on peut plus retransformer la matière. On s'est dit, si on travaillait sur les alliages à haute entropie pour faire ça. Alors les alliages à haute entropie, comparativement aux alliages classiques où il y a un élément principal, par exemple le fer, où on met un peu de carbone, un peu de chrome, etc. pour avoir les propriétés. Ici, on mélange à la limite 5 éléments, un alliage quinaire, en proportion à peu près équimolaire. Et l'idée ici, c'est de stabiliser cette phase qui a été découverte dans les années 60, aluminium manganèse, qui est ferromagnétique. Et on voit qu'elle est ferromagnétique, mais à très haute température, hein, pas à température ambiante, et de la stabiliser, mais sans tremper tout de suite, en faisant des refroidissements classiques. Et là, en fait, on utilise ce qu'on appelle l'effet cocktail, on essaye d'imbriquer les effets magnétiques de tout ce qu'on met là-dedans. On stabilise des phases parce que dans ces alliages à haute entropie, on bloque la diffusion des atomes, donc on arrive à stabiliser des phases, contrôler aussi la taille des grains quand on manipule bien. Et puis une fois qu'on a stabilisé ces phases, on conserve les propriétés. Et là, l'idée, c'est de réaliser un alliage ferromagnétique massif à 5 éléments sans terres rares. Alors on en a fait un, hein, mais on n'arrive pas à avoir encore 100% de cette phase. Alors je voulais vous montrer une petite vidéo, mais ça prenait trop de temps. Alors je vais synthétiser un peu tout ce que je vous ai dit, mais cette synthèse, en fait, c'est un peu une synthèse à la Prévert. Parce qu'en fait, j'aurais voulu vous parler de tout ça, puis voir encore un peu plus de choses. Parce qu'il y a plein de travaux à regarder. Alors on a travaillé, comme disait Cédric, avec le professeur
Laurence Rose sur les vitrimères, fabriquer des matériaux en fait réparants. Et là, on a quand même réussi à faire des polypropylènes réparants, qui ont des propriétés réparantes. Alors, autoréparant, il faut toujours un peu fournir une énergie. Hein. J'aurais bien aimé aussi vous parler du piégeage du dioxyde de carbone, qui est présent à quelques centaines de ppm dans l'atmosphère. Ça serait bien de pouvoir le piéger. Donc, thermodynamiquement, c'est compliqué de piéger des ppm. Et ça, on travaille avec Christian Serre sur les MOF. J'aurais voulu vous parler des matériaux céramiques pour les batteries tout solides, des sujets qu'on envisage de lancer avec SAFT. Puis j'avais plein d'autres sujets et plein d'autres idées. Alors pour conclure, pour éviter d'être trop long, en fait je vous ai présenté cette grande roue. Alors ça c'est la roue qui explique l'interdépendance des matériaux. C'est-à-dire que j'espère que vous ne croyez pas que en fait on a un minerai de fer, un minerai de nickel, un minerai et puis qu'il n'y a rien d'autre avec en fait. Maintenant en fait ça se passe pas comme ça. Ici c'est le minerai principal et puis la filiation. Donc quand on a du cuivre, on a du tellure, du molybdène, du cobalt, etc. Et il n'y a pas en fait des minerais très très riches en ce qu'il y a en dessous, en fait. Autrement, c'est cela qu'on exploiterait. Donc quand on extrait du cuivre, on a aussi du cobalt. Et quand on extrait du nickel, on a aussi du cobalt. Alors de dire qu'on n'utilise plus le cobalt, c'est une aberration aussi, parce que si on ne l'utilise pas, il reste dans la nature souvent, hein, on ne se fatigue pas à l'extraire. Donc il y a des choses à avoir en tête, c'est ces interdépendances. Aussi, il faut se poser une grande question à chaque fois. Hein. Il faut faire des analyses de cycle de vie. Et là, je vais faire la promotion des cours. Un de mes collègues, hein, qui déjà dans les formations matériaux, avait inclus en fait l'éco-conception, les initiations à l'éco-conception et à l'analyse de cycle de vie. Parce qu'on en a besoin dans nos réflexions. On ne peut pas se dire, je vais chercher là-dessus, puis en fin de compte, c'est plus mauvais. Non, il ne faut pas se poser cette question-là. Il faut se poser la question a priori et pas a posteriori. Et là, on a besoin aussi de modèles prédictifs. On a une très bonne formation aussi dans le TAM Grand Est d'ingénieurs sur l'environnement et l'éco-conception. Alors malheureusement, il n'y aura pas de solution unique, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Il faudra plein de petites solutions pour résoudre tous nos problèmes. Et cette somme de plein de solutions, ça nécessite de collaborer et d'être nombreux à travailler. On a besoin de transdisciplinarité. On travaille avec mes collègues Mathieu Gervais et Yves Gégourel d'ailleurs, au niveau économique. Quel impact de nos choix sur l'économie, en fait, de nos orientations technologiques. Il y a eu une tribune dans Le Monde signée par Aspect et Lidéric Boquet du Collège de France, là-dessus, dire il faut qu'on travaille tous ensemble pour pouvoir trouver des solutions, parce que sans transdisciplinarité, ça marche pas. On a besoin de sociologues pour leur expliquer qu'il vaut mieux changer pour ça que pour autre chose, et pas leur imposer. L'imposition ne fonctionne pas. L'humain ne change pas s'il n'a pas envie de changer, en fait. Puis, ça c'est pour faire plaisir à un de mes thésards, en fait, qui est beaucoup impliqué dans l'écologie, dans la transition écologique. Il faudra consommer ou utiliser moins de matière, en fait. Il faudra réfléchir différemment ou on déportera nos problèmes. Ça sera les fameux effets rebonds. Et puis, à terme, il faudra se poser cette question et réfléchir en transdisciplinaire sur quel modèle de société on imagine pour l'humanité. Là, je vous invite à regarder des vidéos d'Olivier Vidal du CNRS, hein, qui parle de ce lien entre matières premières et évolution de la société, impact sur la société, même les communications de Jean Covici. Et je tiens tous à vous remercier pour votre attention.